Bonjour et bienvenue à cette conférence de presse du premier ministre François Legault, accompagné du directeur de la santé publique, Horacio Arruda. À vous. Bonjour tout le monde. C'est au tour de Daniel Mécan de prendre une journée de congé aujourd'hui. J'en ai pris une hier. Je vais en profiter avant de commencer pour dire merci à Geneviève Guilbeault. Je trouve ça encourageant de voir qu'il y a de la relève forte, femme qui a beaucoup d'aplomb. Donc, merci Geneviève. J'en ai profité hier pour aller prendre une marche. J'ai même rencontré une des journalistes. Mais j'ai rencontré, je dirais, une bonne centaine de Québécois et ça m'a beaucoup donné d'énergie pour les prochains jours. J'ai pas vu des gens qui étaient abattus, j'ai vu des gens qui étaient souriants, confiants et qui m'ont encouragé. Puis je les remercie aujourd'hui. Et ça va être un peu notre défi dans les prochaines semaines. De rester confiant, d'avoir de l'espoir, de garder une attitude positive. Plus les semaines vont s'accumuler avec la situation qui est quand même difficile, de rester chacun chez soi. C'est important là, qu'on se concentre à garder un bon moral, qu'on reste unis. Très important, même si le fait qu'on prenne nos distances puis que parfois on soit seul chez soi, c'est un peu paradoxal, mais il faut être plus unis que jamais. Puis je sais que le peuple québécois est capable d'être uni puis de passer à travers cette épreuve. Je veux aussi dire bravo aux Québécois. La grande majorité des gens que j'ai rencontrés gardent leurs 2 mètres. Bon, évidemment, quand il y a un couple qui couche dans le même lit, ça ne vaut pas la peine d'avoir 2 mètres pour la marche, là, mais les autres, j'ai vu que c'était respecté. Je veux aussi dire merci aux 3 chefs de l'opposition. Manon, Pierre, Pascal, je leur parle 2 fois par semaine. Ils m'apportent beaucoup de bonnes suggestions. Donc, c'est vraiment agréable de travailler avec les 3 chefs de l'opposition. Là, puis on est ensemble, puis je les remercie pour leur collaboration. Bon, maintenant, le bilan de la dernière journée. D'abord, bonne nouvelle, on reste à 22 décès. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Quand on regarde les cas confirmés de personnes infectées, on passe à 2840, donc c'est une augmentation de 342. 192 personnes hospitalisées, une augmentation de 28. 72 personnes aux soins intensifs, une augmentation de 15. On est rendu à 58 000 tests. On est un des endroits au monde, là, avec la Colombie-Britannique puis l'Alberta. Je dis bien au monde, j'inclus les États-Unis, l'Europe, où on teste le plus. Donc, j'en profite, puis j'en ai rencontré une d'ailleurs, une technicienne de laboratoire hier. Merci, les infirmières, les techniciens, techniciennes de laboratoire. On est parmi ceux qui, toute proportion gardée, font le plus de tests au monde. Donc, c'est très bon. Ce qui est bon aussi, bonne nouvelle, le nombre d'hospitalisations reste limité. Quand on vous dit qu'il y a 192 personnes hospitalisées, puis qu'il y a 6 000 lits qui sont prêts à en accueillir, vous voyez là qu'on a une marge et on est prêt au pire. Et ce que ça veut dire, en tout cas selon le docteur Arruda, c'est que nos mesures fonctionnent. Donc ça, c'est encourageant. Je veux revenir sur les mesures qu'on a annoncées hier concernant les frontières pour les régions du nord et de l'est du Québec. D'abord, si vous regardez une carte du Québec, vous allez tout de suite comprendre ce qu'on essaye de faire, c'est que tout le nord et l'est, l'Abitibi, le nord du Québec, Nunavik, les terres cris de la baie James, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Côte-Nord, puis à l'est, le Bas-Saint-Laurent puis la Gaspésie, sont toutes des régions où, toute proportion gardée, on a moins de personnes infectées que dans le sud du Québec. Donc, ce qu'on veut, c'est que ça reste comme ça. Donc, je vous promets, on va aller vous voir dans le nord quand tout ça va être fini, mais pour l'instant, c'est une bonne chose qu'il y en ait moins dans le nord, dans l'est du Québec. Et donc, on demande aux gens du sud du Québec de ne pas aller dans le nord du Québec.
on s'est assuré aussi de certaines précautions avec le Nouveau-Brunswick, que ça soit la même chose. Bon, les deux régions, où toute proportion gardée, donc quand on regarde par 100 000 habitants, où il y en a le plus de personnes infectées, ça reste Montréal et l'Estrie. On a demandé aujourd'hui aux autorités à Montréal et en Estrie d'indiquer plus d'informations sur les quartiers qui sont touchés. Donc, à Montréal, il y a des quartiers. En Estrie, il y a des villes qui sont plus touchées que d'autres. Donc, pour éviter justement que les gens se promènent dans ces quartiers-là, je pense que c'est important d'informer. Puis donc, aujourd'hui, je comprends que les responsables de ces régions-là vont faire connaître là, les quartiers qui sont plus touchés. L'autre chose que je répète, évidemment, là, bon, en particulier, ne pas aller dans le nord, dans l'est du Québec, ne pas aller en Estrie et à Montréal, mais je dirais de façon générale, on ne se promène pas d'une région à l'autre. On a hier annoncé qu'on interdit maintenant la location de chalets. Donc, ceux qui ont un chalet, bien, si vous êtes à votre chalet, vous restez à votre chalet. Donc, on ne veut pas de gens qui se promènent entre les régions, en particulier là, la fin de semaine. Les personnes qui restent les plus vulnérables, ce sont nos aînés. Donc, on annonce aujourd'hui, Marguerite Blais, notre chère ministre des Aînés, va faire des entrevues d'ici demain où elle va s'enregistrer, parce que je pense que elle va faire une vidéo parce qu'elle est confinée, elle s'est confinée elle-même. Mais ce qu'on veut faire, c'est d'ajouter beaucoup de ressources dans les CHSLD et les résidences de personnes âgées. Donc, il y a 3 groupes de personnes qui rentrent et qui sortent des résidences. Il y a le personnel, il y a ceux qui viennent livrer la nourriture, puis il y a bien sûr les résidents eux-mêmes. Donc, ce qu'on veut, là, c'est qu'il y ait plus de contrôle. Donc, qu'il y ait des gardiens, qu'il y ait des vérifications qui soient faites, des symptômes à l'entrée. Donc, je vous le dis depuis le début, là, les endroits où c'est le plus vulnérable, ce sont nos résidences de personnes âgées. Oui, il y en a un certain nombre déjà qui ont des personnes infectées. On prend les mesures. Avec le personnel additionnel qu'on ajoute, on va pouvoir s'assurer encore plus que ces mesures-là soient prises, mais bien sûr aussi s'assurer que toutes les personnes qui entrent soient contrôlées pour ne pas apporter le virus. Mes remerciements du jour, les livreurs de nourriture. On a actuellement des personnes aînées à qui on demande de rester à la maison, des personnes qui sont en quarantaine, des personnes qui sont vulnérables, des personnes qui n'ont pas l'argent pour acheter la nourriture, donc qui ont besoin de l'aide des banques alimentaires. Donc, il y a beaucoup, je pense entre autres, beaucoup de jeunes. Là, ça m'impressionne et j'aime ça de voir ça. Donc, tous les livreurs de nourriture, merci beaucoup pour ce que vous faites. Là, vous avez vraiment entre vos mains un service qui est essentiel. Puis, je termine en vous répétant le plan. 3 choses. On ne sort pas si ce n'est pas nécessaire. Si on sort, on reste à 2 mètres des autres personnes, quitte à ce que ça vous prenne un petit peu plus de temps pour faire votre épicerie. Vous essayez d'y aller tout seul, c'est mieux que d'y aller à 2. Et quand vous revenez de faire votre épicerie ou votre marche, vous vous lavez les mains avec du savon pendant 20 secondes, comme le bon docteur Arruda vous l'a montré. Donc, c'est comme ça qu'on va gagner la bataille de notre vie. Je compte sur vous. Merci. Premier, do you have a few words in English. Like many of you, I had a walk yesterday. I received many cheers, and it's my turn today to cheer all Mario Quebecers. Dumont qui est toujours avec nous et j'accueille Diane Lamarre qui se joint à nous. Bonjour à vous deux. Augmentation des chiffres, pas de décès quand même. Alors ça, c'est la bonne nouvelle. On passe maintenant à 2840 personnes qui ont contracté la COVID-19 au Québec. Et je vais aller à vous, Diane. Lorsque M. Legault dit le nombre d'hospitalisations qui est maintenant à 192, plus 28 si on compare à hier, dit que ça demeure limité. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, limité? On vise toujours, hein, les premières prévisions visaient
15 d'hospitalisation par rapport au nombre de cas total. On est à 6,7 Donc, c'est quand même quelque chose de positif. Et la même chose pour les soins intensifs. On disait 5 du nombre de cas. On est à 2,5 Il reste, Julie, que quand je fais le bilan en une semaine, c'est quand même imposant de voir qu'est-ce qu'on a eu. Dimanche dernier, on avait 219 cas, on en a 2840 aujourd'hui, donc fois 10. Et on avait 24 personnes qui étaient hospitalisées, on en a 192. Allons-y maintenant, vous si avez vous mis en permettez, place à la période des des questions. mesures jour après jour, de manière très graduelle. Ça a commencé par les écoles, les entreprises. J'imagine qu'on doit s'imaginer aussi que ce sera pareil pour la sortie du confinement, c'est-à-dire graduel, progressif. Est-ce que donc on doit s'attendre à ce que ce ne sont pas toutes les entreprises qui pourront réouvrir à partir de la mi-avril? Bien, effectivement, on aura un plan de réouverture qui sera graduel, mais quand on verra la lumière au bout du tunnel, tant qu'à moi, le plus vite sera le mieux. Donc, moi, je veux... puis on prend les précautions. Actuellement, Pierre Fitzgibbon, le ministre de l'Économie, là, sa job, c'est de s'assurer que dès qu'on va être passé au travers, les entreprises soient prêtes à réouvrir. Donc, oui, et on va peut-être choisir certains secteurs, certaines régions, certaines industries, mais moi, ce que je veux, c'est qu'une fois que ça va être réglé, on rouvre le plus vite possible. Quelles données, justement, pour justement que les gens commencent à voir un peu le bout du tunnel, là, quelles données, je m'adresse peut-être plus à M. Arruda, va vous faire dire, OK, là, ça y est, on est prêt à entamer notre sortie du confinement, notre sortie de cette situation-là, notre retour à la vie normale? C'est avant tout le portrait épidémiologique auquel on va être confronté dans les différentes régions du Québec. Hein? Et je vous dirais aussi, c'est qu'il est possible fortement que la façon de faire avant le COVID-19 et après va être différente. C'est-à-dire qu'on va probablement permettre à certaines entreprises, plus essentielles que d'autres, qui ont repensé leur façon de faire, hein, de travailler comme tel, soit avec le télétravail, soit avec une distanciation, de reprendre pour permettre à la société de fonctionner. Donc, il y aura à la fois une analyse, je vous dirais, de santé publique, du milieu de travail. Et on a des experts en santé au travail qui regardent à la fois ce qu'on appelle l'ingénierie, l'organisation du travail comme mesure de protection pour les personnes. Donc les entreprises qui auront démontré qu'ils se sont réorganisées, permettent le fonctionnement, mais qu'on protège en même temps leurs employés par un moins grand nombre sur place, par exemple, par des processus de travail qui sont revus, par des chaînes qui peuvent être opérées différemment, par du télétravail, bien on va pouvoir les remettre en fonction. Et d'ailleurs, cette pause, qui est le terme qu'on a employé au Québec, que le premier ministre a décidé de prendre, c'est une pause non pour s'arrêter et se reposer, mais c'est une pause, oui, pour certains, mais surtout une pause pour repenser comment on travaille comme tel. Et je suis convaincu que dans cette adversité que nous vivons tous, nous allons transformer la façon dont on travaille de plus en plus pour permettre même à la fois, dans quelques années, d'obtenir une meilleure conciliation travail-famille, etc., parce que ça fait partie d'une pensée. Ça nous force à vraiment repenser comment on travaille dans les différents milieux. Okay. Question pour Louis Lacroix, Cogeco Nouvelles. Bonjour, messieurs. Je comprends, là, vous avez dit d'entrée de jeu, M. Legault, qu'on était l'endroit où on teste le plus au monde. Là, on parle de 58 000 tests jusqu'à maintenant. Mais quand on regarde les statistiques avec les 342 de plus qu'on a, on est rendu maintenant à 5 000. En fait, au Canada, là, il y a 5 997 personnes qui sont infectées. Et nous, on a la moitié de ces infections-là. Donc, on est tristement les champions du coronavirus en ce moment, là, si on se fie aux chiffres que vous nous donnez. Alors, vous nous avez donné une explication, une base d'explication cette semaine. Est-ce que cette base d'explication-là tient toujours? Pourquoi est-ce que le Québec est aussi touché par le coronavirus? Est-ce que l'explication que vous avez donnée cette semaine tient toujours ou s'il y a d'autres explications maintenant? Écoutez, je l'ai dit, c'est rarement dans un phénomène comme tel une seule cause. On revient sur une période antérieure où il y avait des voyages. Okay? Puis là, vous allez peut-être me dire, mais on voyage autant à Toronto, il y a autant de personnes qui viennent. Ça dépend où sont allés, quel est le profil des voyageurs, comment, au retour, les gens se sont comportés
pour être capable de contenir la situation. Puis là, je tiens à vous le dire, là, puis j'ai demandé à mes experts, il est trop tôt. Je sais que c'est agréable. Puis nous, on aimerait ça. On est les premiers à vouloir comprendre. Mais ce que fait l'Ontario en termes de tests, sa stratégie de test, nous, là, on a beaucoup de gens qui sont testés, qui ont entre 20 et 69 ans. Là, 2 tiers des gens testés entre 20 et 69 ans, c'est des gens qui ont probablement peu de symptômes, etc. Puis je ne sais pas quelle est la stratégie de test qu'a employée l'Ontario. La Colombie-Britannique est antérieure à nous. Il y a des phénomènes qu'il faut être capable d'analyser. Et ce n'est, je vous dis là, il y a peut-être des gens qui vont vouloir faire des comparaisons, faire des calculs puis des taux. Moi, je ne suis pas en mesure de vous donner une information qui permette de comparer de façon importante. C'est sûr que la question de l'évolution de la pandémie, comment ça s'est présenté au Québec par rapport à ailleurs, il y a comment est-ce qu'on teste nos hospitalisations et nos décès, il y a la façon dont on utilise les diagnostics, il y a la façon dont on a mis les mesures en place. Donc, tout ça doit être analysé, puis ce n'est malheureusement, c'est plate, là, c'est dans quelques temps qu'on va être capable de vérifier. Parce que même entre ce que vous pouvez regarder, ce qui est inscrit dans le site Web du gouvernement comme étant l'ordonnance, ce qui est pratiqué sur le terrain peut être différent. Fait que, moi, ce qui m'importe, si vous me permettez, là, je vais vous dire comment je vois ça, là. C'est vrai qu'on va voir se comparer avec les autres, c'est clair. Puis je peux vous dire qu'il y a des comparaisons, il va y en avoir des articles publiés pendant 5-6 ans à partir de maintenant. Ce qui m'importe, c'est qu'actuellement, la situation, elle est sérieuse. Hein? On a des morts, on en a 22. On en a chez des gens qui sont âgés, dans les milieux qu'on avait prévus. Mais comme attendu, elle est sous contrôle. Et si vous me permettez, sur la base, puis là, je ne veux pas rentrer dans les scénarios parce qu'il y en a des centaines avec des modèles différents, sur la base de ce qu'on a projeté, notre accélération actuellement est en deçà de ce qu'on avait projeté comme étant un scénario chez nous. On est en deçà. On n'est pas encore aplati, puis je veux juste vous savoir une chose. Plus on est en deçà, plus l'aplatissement va venir tard, mais il va être qu'il va faire que notre système de santé va pouvoir fonctionner. Au jour le jour, on regarde. Et la situation, et si vous faites des courbes pour Montréal, des courbes pour l'Estrie, des courbes pour Laval, pour la Côte-Nord, vous n'aurez pas la même courbe. Et c'est pour ça que maintenant, on a une approche qui est localisée, régionalisée. On fait le constat central. Nous prenons les décisions pour protéger les régions peu atteintes. Puis Montréal, l'Estrie et les 8 régions qui ont plus de cas vont agir localement. Il ne faut pas lâcher. On n'est pas en train de dire, là, on arrête d'investiguer des cas et des contacts. Il y a encore des éclosions à contenir dans les RPA. Il y a encore des quartiers qu'il faut falloir peut-être contrôler les déplacements. Il faut éviter que Montréal aille dans les Laurentides et installe un foyer au nord, ce qui n'est pas nécessaire. Il y a la banlieue autour de Montréal, les régions. Il y a des régions comme la Montérégie qui sont très, très grandes. Tout ça est analysé au jour le jour et on a des conférences avec nos directeurs de santé publique quotidiennes. Il ne faut pas que vous pensiez que seulement les points de presse qui ont lieu, là. Tous les jours, on regarde les données. Tous les jours, on s'assoit. Puis tous les jours, on allume des mesures en fonction du portrait et du diagnostic qu'on fait dans la population. Je vais vous donner un exemple. Oui, bien sûr. Ancien président d'Air Transat. Quand on regarde les vols sur l'Europe, je me rappelle beaucoup, là, évidemment, entre le Québec et la France, il y a beaucoup de vols. Parce que, bon, on a des racines et les gens vont visiter la France. Dans le reste du Canada, c'est surtout avec le Royaume-Uni. Allez voir les chiffres entre la France et le Royaume-Uni. C'est surprenant de voir qu'il y en a beaucoup plus, toute proportion gardée, en France qu'au Royaume-Uni. Mais il y a une question aussi d'évolution. Le Royaume-Uni est rendu moins avancé que la France, mais je ne dis pas que c'est l'explication, mais comme dit le docteur Arruda, il y a beaucoup d'explications. Le fait que notre congé scolaire n'était pas au même moment que l'Ontario, ça ne nous a pas aidés non plus, parce qu'il y avait plus de gens qui ont voyagé pendant le congé scolaire au pire moment, alors que l'Ontario s'en est sauvé parce que leur congé scolaire arrivait après qu'on a pas mal interdit les voyages internationaux. Donc, il faut tenir compte de tout ça. Et, inquiétez-vous pas, moi aussi, là, c'est quelque chose, j'analyse, puis je regarde, puis je pose des questions. Dr. Arruda, je suis certain qu'il me trouve achalant le matin avec toutes mes questions, mais on essaie de répondre à ces questions-là. Mais pour l'instant, c'est difficile d'avoir le détail là, de l'explication. Monsieur le Premier ministre, achalant, mais bien fin. Comme deuxième question.
Question, M. Legault, vous êtes allé prendre une marche hier, on vous a vu avec votre épouse, vous avez respecté le 2 mètres de distance, là, c'était parfait. Mais il y a beaucoup de gens qui l'ont fait également, il faisait très beau autant à Montréal qu'à Québec, et qui s'assoient sur le mobilier urbain, par exemple, qui prennent des pauses, etc. Est-ce qu'on doit nettoyer le mobilier urbain éventuellement? Est-ce qu'il y a un risque à justement s'asseoir sur le mobilier urbain, à utiliser les équipements qui sont mis à la disposition des gens par la Ville? Moi, ce qu'on m'a expliqué, c'est que ça ne crée pas de problème en autant que vous lavez les mains, vous ne touchez pas à votre figure, là. Donc, ça, c'est important. Donc, lavez-vous les mains, changez-vous, puis lavez-vous les mains. Je pense que c'est ça qui est important. Bon, je peux imaginer aussi, je me suis promené un peu sur les trottoirs, puis sur les plaines. C'est sûr que sur les plaines, c'est plus large, plus facile de garder le 2 mètres. Parfois, sur le trottoir, quand un couple rencontre un autre couple, c'est plus difficile. Donc, mais on prend le temps. C'est la file indienne, puis on prend le temps. Pas rien de pressé. Mais le mobilier, je pense pas que vous avez c'est tout un à fait gros raison. Il problème. faut premièrement comprendre qu'on dit aux gens qui ont des symptômes de ne pas sortir. Fait que quelqu'un qui a le gros rhume, là, qui se mettrait à éternuer sur un banc public, là, je pense que c'est on lui demande d'avoir une étiquette respiratoire pour ne pas le faire. Habituellement, quand on s'assoit dans un banc public, on ne le liche pas. On s'assoit avec nos fesses, puis on essaie de garder nos mains là, sans nécessairement toucher. Fait que là, le pantalon, mettons qu'il y a des sécrétions qui se sont mis là, on va le changer, on va se laver. Je ne sais pas si vous comprenez, il faut vraiment savoir là, que c'est les mains, c'est les zones high touch. Si je vais prendre le métro, puis que les gens n'ont pas trop de symptômes, puis qu'on a une certaine... Puis des fois, il n'y a pas de distanciation possible, mais que je touche tu sais, ça se peut qu'il désinfecte, là, mais que la dernière personne qui a touché, elle est contagieuse. Fait que moi, je me lave les mains. C'est vraiment ça, comme tel. C'est pas non plus un virus qui va vous sauter dessus, qui va partir de la sécrétion qui est là, puis vous rentrez dans la face si vous ne touchez pas. Si vous touchez au banc, puis que vous mettez ça dans la figure. Vous comprenez? C'est pour ça que, quelque part, les objets, oui, dans les maisons, si quelqu'un est malade, les salles de bain, on essaie de contrôler ça, mais c'est un peu cette logique-là que je voulais vous exprimer par l'illustration que je vous donne. Alain Laforêt, TVA. Premier ministre Arruda, une précision et une question. Concernant le Nouveau-Brunswick, vous l'avez effleuré très rapidement. Quelles sont les mesures de contrôle? Et le maire de Bécomo nous a confirmé ce matin que le CIUS de la région de la Côte-Nord demandait l'isolement des gens de Montréal s'ils viennent dans la région pour 14 jours. Est-ce que c'est le cas sur la Côte-Nord et c'est le cas dans les autres régions qui sont touchées actuellement? On ne devrait pas être obligé de demander d'isolement parce qu'on ne devrait tout simplement pas y aller. Donc, je peux comprendre, puis je veux pas qu'il commence à avoir de la chicane entre les régions, là, que ça soit vraiment essentiel. Quelqu'un qui vient donner un service essentiel, mais quelqu'un qui vient faire une visite paroissiale à Bécomo, là, c'est pas une bonne idée. Donc, oui, à la limite, s'isoler, mais mieux que ça, ne pas y aller. C'est ça qui est important. Pour ce qui est du Nouveau-Brunswick, bien, on fait juste contrôler les entrées et les sorties. Puis évidemment, on veut les limiter à ce qui est absolument essentiel. Concernant le personnel infirmier qui est encore, je dirais, tendu, il y a 14 cas d'infirmières en isolement à Lévis actuellement, dont une femme enceinte. Est-ce que c'est toujours la même consigne pour le personnel féminin qui est enceinte actuellement que vous donnez? Oui, je veux dire, c'est toujours la même consigne. Chaque cas est analysé aussi dans une perspective. Vous savez, puis je comprends l'inquiétude que les mères peuvent avoir puis les femmes enceintes par rapport à cette infection-là. Heureusement, les femmes enceintes n'ont pas un risque tellement plus élevé. Je dis pas même à la limite, la femme enceinte, son risque principal dans ça, c'est la température qu'elle peut avoir. Quand on fait de la température, ça peut être un enjeu. Ce qui est fait souvent, c'est qu'on la maintient dans des fonctions où elle ne sera pas exposée nécessairement à des cas. C'est une gestion qui se fait avec les principes d'un avis qu'on a reçu en santé publique de notre Institut national qui était aussi attaché avec la SNEST, qui gère le retrait préventif. Et vous comprendrez que dans certaines situations, il faut s'assurer qu'on ait le personnel essentiel. Dans d'autres lieux, ça a été, par exemple, aux soins intensifs, là, comme tel. Mais autant que faire se peut, on essaie de diminuer les expositions. Par contre, pour le maintien des services essentiels, ça se peut que certaines femmes enceintes, sous conditions respectées, pourraient continuer à travailler en milieu de soins. Mais ça, c'est une décision aussi qui se prend localement en fonction des capacités, etc. Ce qu'on veut éviter, par exemple, c'est
des infirmières qui font 3, 4 cycles de jours, là, puis ils sont tellement fatigués qu'il pourrait y avoir des erreurs, là, mais on ne prend pas de chance, je vous dirais, que les mesures qu'on va mettre en place pour exposer la femme enceinte. Merci. Maintenant, Mylène Crène, traite le devoir. Bonjour, M. Legault, M. Arruda. J'aimerais savoir pourquoi est-ce que vous avez lancé un appel aux écoles pour qu'elles vous remettent les masques qu'elles ont en leur possession. Bon, on a demandé à tout le monde, les villes, les écoles, les entreprises, tous ceux qui ont des masques, qui ont de l'équipement médical, il faut le ramener dans le réseau médical pour être capable de bien contrôler l'évolution. Parce que partout dans le monde, c'est rationné. Donc, évidemment, jusqu'à présent, là, il n'y a pas d'inquiétude à court terme, mais dépendamment de la hauteur qu'on atteindra dans le pic, on pourrait en avoir de besoin. Donc, on a tout rapatrié, ce qu'on était capable de rapatrier. Et est-ce que vous savez combien de masques comme ça vous avez ou vous pensez récupérer? Oh, je ne veux pas le nombre récupéré, mais j'ai le nombre. On a le nombre à chaque jour qu'on a à notre possession. On regarde l'utilisation journalière. On regarde les commandes qui vont rentrer aujourd'hui. Donc, on suit le nombre de masques. On suit le nombre de gants. On suit le nombre de jaquettes ou de blouses. Donc, c'est suivi là, de façon détaillée. Vous ne savez pas si ça fait une grosse différence de réquisitionner ces masques-là? Ce n'est pas des volumes importants. Radio-Canada. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, dans son point de presse ce matin, a indiqué avoir des discussions avec certaines provinces sur le rôle que pourrait jouer l'armée canadienne dans certaines villes ou dans certaines régions du pays. Est-ce que vous avez eu des discussions à ce sujet-là avec M. Trudeau et quel rôle vous pourriez ou pas envisager pour l'armée, notamment à la lumière des mesures qui ont été annoncées hier concernant l'isolement de certaines régions? Bien, pour l'instant, on pense qu'on est capable, avec nos policiers, de garder l'isolement de certaines régions. Bon, j'ai parlé avec Dwight Ball, le premier ministre de Terre-Neuve, vendredi soir, pour que nos policiers s'arriment là, à Fermont, sur la frontière avec le Labrador. Mais, bon, l'Ontario, on veut faire attention parce que entre Gatineau puis Ottawa, il y a comme une chaîne là, pour les services médicaux qui est importante de garder. Donc, pour l'instant, là, c'est sous contrôle. On ne pense pas avoir besoin de l'armée. J'aimerais aussi vous entendre concernant les négociations avec les syndicats. Il y a quelques jours, on évoquait l'idée d'un règlement rapide, global. Or, il y a plusieurs syndicats qui disent depuis hier qu'on est très loin d'un règlement global et qu'au contraire, il faut absolument mettre l'accent sur la santé et la sécurité des travailleurs, essayer de s'entendre à très court terme sur ce genre de mesures-là. Alors, j'aimerais vous entendre sur votre stratégie par rapport aux Je m'adresse aux téléspectateurs de TVA. Sachez qu'à TVA, la programmation régulière reprend dans un instant. Quant à nous poursuivons notre couverture spéciale avec notamment le point de presse de M. Legault sur les ondes de LCN. Du côté de la santé, on s'entend bien pour les façons de protéger le personnel. Évidemment, il faut toujours faire attention pour utiliser les équipements médicaux juste quand c'est nécessaire. Bon, maintenant, sur la rémunération, nous, on l'a dit là, depuis le début, même je dirais que ça fait plusieurs mois, même avant la crise, nous, ce qu'on souhaite, c'est d'augmenter le salaire des préposés aux bénéficiaires. C'est pas simple, hein, habituellement, au Québec, quand on négocie des augmentations de salaire, on donne la même augmentation à tout le monde. Mais nous, on pense, là, puis c'est encore plus vrai avec l'arrivée du chèque de 2 000 par mois, de faire quelque chose de spécial pour les préposés aux bénéficiaires. Donc, ça fait partie des discussions avec les syndicats, puis je vais laisser les discussions à la table. Maintenant, Tommy Chouinard, La Presse. Vous avez dit que l'augmentation qu'on connaît en ce moment du nombre de cas, c'est en deçà des prévisions, mais que la courbe n'est pas aplatie. Vos prévisions, là, on était à donc 2840 cas. Vos prévisions étaient à combien? Je ne vous donnerai pas de chiffre, pour toute simple bonne raison, parce qu'un chiffre hors contexte comme ça ne l'explique pas. Je vais juste vous donner en gros là, comment est-ce qu'on voit les choses. Là. On peut avoir une courbe, puis là, vous allez me revoir faire des mouvements là, qui vont comme ça. Hein? Elle est courte, elle monte,
on se débarrasse du virus, puis tout le monde est malade. Puis là-dedans, il y en a beaucoup qui meurent, puis notre système de santé, il va être attaché. On peut faire des scénarios rien que sur la base des données qu'on prévoit avec un scénario de taux d'attaque, etc. Puis là, on peut avoir des courbes comme ça, on peut avoir des courbes comme ça, on peut avoir des courbes comme ça, on peut avoir des courbes comme ça. On a des courbes qu'on regarde avec qu'est-ce qu'on met comme mesure. Hein? Puis c'est très difficile de vous dire que, j'ai eu une question ce matin, on a fermé des bars, en quoi les bars ont contribué à écoutez, c'est pas même ça marche, c'est les mesures de distanciation, il y a eu combien de personnes infectées qui ont été en contact avec des personnes, etc., dans la communauté, dans des repas de famille, fait que ça se passe. Fait que là, ce que nous, on fait, là, c'est qu'à chaque fois qu'on a... Puis il y aura des présentations techniques plus tard, là, quand on aura stabilisé certaines affaires. Chaque fois qu'on ajoute une mesure, puis qu'au lieu de monter comme ça, on étale comme ça, puis plus on étale de façon importante, il est possible c'est seulement au 40e jour qu'on va atteindre ce que j'appellerais un plateau. Mais on l'a étiré la courbe comme ça. Ce que je peux vous dire à date, ce qu'on avait planifié selon certaines mesures, on était comme ça, puis là, on est en train d'être comme ça, en dessous de ce qu'on planifiait. Pour chacune des journées, là, puis je ne vous donnerai pas le chiffre, là. Je sais que vous aimeriez ça l'avoir, mais le chiffre sans courbe, sans compréhension, ça ne se donne pas. À chaque journée, là, maintenant, on en a moins qu'on pensait qu'on en aurait à partir de nos scénarios. Puis on ajuste notre scénario qu'on avait planifié avec les données de la veille, puis, etc. Fait que dans le fond, là, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on sait qu'on va avoir des cas. Il ne faut pas vous attendre à ce qu'il n'y ait pas de gens qui vont mourir puis qu'on n'aura pas plus de cas. Mais la vitesse à laquelle on est en train d'augmenter est en train de s'étaler. Puis plus on l'étale comme ça, plus le plateau, il va prendre du temps à arriver. Plus on le fait monter vite, le plateau, on va l'atteindre ou on va redescendre vite. Quand c'est très accéléré, on a un pic, puis il n'y a pas vraiment de plateau. Quand on l'aplatit, hein, bien là, vous allez avoir un plateau. Puis en l'étalant dans le temps, on a un déplacement de la courbe dans le temps, puis on l'aplatit. Je le démontre pour que vous compreniez que c'est une courbe dont on étire, elle dure plus longtemps, elle est fatigante parce qu'elle dure plus longtemps, mais elle est moins forte. Puis on a déjà les effets de ce qu'on a fait, qu'on a dit que ça prenait 12 jours, mais encore mieux, on est en train d'aplatir plus loin. Je vous entendais hier dire qu'il y a des journées où on a eu des augmentations de 24 Bien, aujourd'hui, 342, c'est une augmentation de 14 Donc, c'est encourageant. Mais ça ne veut pas dire que demain, on ne reviendra pas à 24 ou à 30 ou à 40, là. Mais disons que les résultats d'aujourd'hui, pour moi, sont encourageants. Mais il ne faut pas conclure, on ne peut pas conclure sur la base d'une seule journée. Et, si vous me permettez, Monsieur le Premier ministre, c'est encore plus compliqué, Monsieur le Premier ministre, c'est qu'il y a des tests qui sont faits actuellement, dont les résultats ne sont pas rentrés. Il y a la date où la personne devient positive par le test, puis il y a la date du début des symptômes. Fait qu'il y a des courbes, en plus, qui sont des portraits qu'on va avoir seulement plus tard, où on va dire, OK, il a été testé là, mais il a peut-être été infecté un peu plus tard. Donc, les courbes même vont venir en rétrospective. Là. On va voir des courbes, ce qu'on a mesuré en temps réel, puis des courbes qu'on a eu l'information par après. Mais ce que je peux vous dire, globalement, pour que la population comprenne, là, on est, puis quand je dis ça, là, à chaque jour, je me couche en me demandant ça va être quoi le chiffre du lendemain. Puis actuellement, les affaires font qu'on n'est pas en perte de contrôle par rapport à ce qu'on avait planifié. Et la capacité qu'on a pour répondre autant aux soins intensifs qu'aux lits hospitalisés, on s'est déjà mis en avant pour ne pas avoir à faire ça en 24-48 heures. On est prêt à recevoir du monde. Et au Québec, il y a des gens qui sont hospitalisés aux soins intensifs qui ne le seraient pas ailleurs. C'est qu'on décide, comme on a une place, comme c'est plus apte à donner des soins, il y a des gens qui vont aux soins intensifs qui pourraient être traités dans un autre genre d'unité actuellement. Ça aussi, ça peut être différent d'une province à l'autre, parce qu'on est en capacité augmentée. Je sais que je suis long, mais on m'a dit que c'était correct pour que la population comprenne, et j'en profite de ce moment-là. Merci beaucoup. Oui, tout à fait. Je pense que la population cherche à comprendre également. Monsieur Legault, vous êtes comptable, vous aimez les chiffres, vous l'avez souvent dit. Je vais vous donner l'exemple de la Colombie-Britannique, là, qui diffuse des documents de dizaines de pages au bénéfice de la population sur les prévisions, les projections, où est-ce qu'ils en sont. Tout ça est extrêmement transparent. Au Québec, je regrette, mais on est dans le noir là, par rapport à l'information qui est donnée au public concernant ces questions-là. Je le regrette, là, mais c'est la réalité. Bon. Est-ce que
j'aimerais savoir, d'une part, pourquoi cette situation-là qui perdure depuis plusieurs jours, puis deuxièmement, lorsqu'on dit qu'on augmente, mais de façon moins rapide, est-ce que, ou en tout cas, en deçà des prévisions, le pic, finalement, vous l'attendez quand? D'abord, j'ai lu les documents de la Colombie-Britannique. Okay? Et ce que je trouve dangereux dans les documents de la Colombie-Britannique, c'est que je suis certain qu'ils ont des scénarios plus pessimistes et des scénarios plus optimistes, comme nous. Là, ils ont donné un scénario. Moi, je préfère en avoir plusieurs, puis je préfère qu'on le garde pour nous, parce que si on commence à donner tous les scénarios, incluant le plus pessimiste des pessimistes, bien, on peut commencer à faire paniquer les gens. Je pense que ce qui est important de dire, c'est qu'actuellement, c'est sous contrôle. Puis pour moi, le chiffre le plus important, on a 192 personnes hospitalisées, puis on a 6 000 lits de disponibles. Donc, il y a toute une marge là pour être capable de bien soigner le monde. Et c'est ça qui est important. Puis, dans notre scénario, là, si vous voulez comparer à la Colombie-Britannique, bien, on serait correct avec les 6 000 lits. Fait que si jamais c'est nécessaire d'en faire plus, bien, on en fera plus. Mais là, de commencer à choisir un scénario, là, à moins d'être prophète puis d'avoir une boule de cristal, là, je trouve ça très risqué, cette approche-là, de donner seulement un scénario. J'aime mieux en avoir plusieurs, puis j'aime mieux qu'on les garde pour nous. C'est un choix qu'on fait. Monsieur le Premier ministre, je m'excuse de prendre la parole, je trouve c'est important que vous le disiez, là. Il y a plein de gens actuellement dans leur sous-sol, des nerds, qui regardent les données d'ailleurs et qui font des scénarios. OK? Je peux vous dire, là, si vous voulez qu'on ait une porte ouverte de discussion sur des scénarios, on en a pour 5 jours. Les gens vont s'ostiner sur le modèle qu'ils ont pris, etc. Je suis convaincu que des économistes ou d'autres personnes actuellement qui regardent les données publiées dans le monde et qui font des scénarios. Puis là, je peux vous dire, moi, ce qui m'importe, c'est pas les scénarios, puis de dire j'ai eu le bon scénario, puis j'ai gagné un prix avec le bon scénario. Là. C'est pas ça qui m'importe. Ce qui m'importe, c'est que la population québécoise fasse ce qu'elle a à faire pour qu'on n'ait pas l'impact sur les soins, puis que notre système de santé, mes collègues, les laboratoires qui travaillent comme des fous pour faire des tests, les gens travaillent à 250 000 à l'heure dans les laboratoires. Vous trouvez que c'est long des fois, mais on teste les gens. Les gens préparent le système de soins pour être capable de le faire. Les gens économisent les gants pour pas que tout le monde se mette à paniquer, les utilisent, puis que là, quand on en aura le besoin pour traiter le monde, c'est ça qui est important. Je comprends ce désir d'avoir un chiffre. Moi, là, je ne jouerai pas à ça. Moi, là, je ne veux pas gagner de dire que moi, j'avais raison. Le 14 avril, on va avoir 40 000 cas, puis ça va être exactement le bon chiffre. On n'est pas à la Loto-Québec ici. On est dans une session adéquate. Puis si vous voulez qu'on s'enfarge dans les scénarios, on va s'enfarger, mais on ne fera pas ça ici. Une dernière question en France. Oui. Juste aussi, attention sur les comparaisons avec la Colombie-Britannique. Parce que la Colombie-Britannique est proche de l'Asie, donc ils ont été infectés beaucoup plus tôt avec la Chine, aussi avec l'État de Washington. Nous, nos voyages viennent plus de l'Europe. On était affectés plus tard. Donc, il faut être très prudent aujourd'hui de comparer les chiffres. On sait qu'en Chine, ça s'est beaucoup calmé. Donc, évidemment, c'est une bonne nouvelle pour la Colombie-Britannique. Nous, c'est une autre dynamique complètement différente. Dernière question en français, donc, de Caroline Plante de la Presse canadienne. Quelles sont les données des gens qui vont mieux, ceux qui ne sont pas aux soins intensifs, ceux qui ne sont plus hospitalisés, sans être nécessairement guéris, ceux qui sont guéris aussi, leur profil en quelque sorte, M. Arruda? Écoutez, on a 84 cas récupérés, mais je peux vous dire qu'on en a probablement des centaines de plus, OK? Parce qu'avant, pour être capable de dire qu'on avait récupéré, il fallait avoir 2 tests négatifs. La très grande majorité des gens, on avait vu la quantité de tests qu'on a là, vont avoir soit un rhume, vont être capables de rester à la maison, vont même se dire, je ne pensais même pas que c'était le coronavirus. Il y en a qui vont le faire avec presque pas de symptômes. C'est encore ça. Le problème, c'est pour les gens en haut de 70 ans et 80 ans et plus. On a un seul cas dans la catégorie 60-69 ans. Donc, ça demeure une maladie qui, pour la majorité des gens, va être peu sévère, mais qui, par contre, pour des gens qui font du diabète, qui ont des maladies chroniques ou qui sont âgés, est mortelle. Juste une chose aussi, pour que tout le monde comprenne, c'est pas la priorité de faire des tests pour savoir si la personne n'a plus le coronavirus. C'est pas la priorité. Moi, j'aime mieux tester des gens
qui ont des symptômes puis qui ont peut-être le coronavirus que de tester des gens qui n'ont plus de symptômes, bonne nouvelle, pour se faire dire qu'on est content. Je comprends là, que c'est réconfortant de savoir qu'il y a des gens qui ne l'ont plus, mais la priorité actuellement, c'est de tester les personnes qui ont des symptômes. Switch to English. A question from Phil. Alors voilà donc l'essentiel du point de presse de M. Legault et du Dr Arruda. Il y a maintenant au Québec 2840 personnes qui ont contracté la COVID-19. De ce nombre, 192 sont hospitalisés et 72 aux soins intensifs. Mario Dumont, Diane Lamar, pharmacienne, sont toujours avec nous. J'aimerais ça qu'on revienne, avant d'aller à la pause, sur question concernant la transparence, les différents scénarios mis de l'avant par le gouvernement du Québec, parce que selon les cas qui ont été déclarés, ça semble être en deçà des chiffres que le gouvernement du Québec avait prédit, et tant mieux, mais on refuse d'y aller de façon transparente avec les différents scénarios possibles. Je pense que les chiffres qui se tiennent quand même plutôt bas sont ceux, entre autres, pour les hospitalisations, les soins intensifs. On semble être un peu plus bas que ce qu'on prévoyait, mais toute cette question, je comprends, c'est du travail journalistique normal. On serait curieux de voir tous les scénarios qu'a préparé le gouvernement, les plus pessimistes, combien que ça pourrait représenter de centaines de morts ou de milliers de morts, les plus optimistes. Entre la curiosité et l'utilité, est-ce qu'il y a une utilité à l'heure actuelle au niveau populationnel de lancer tous ces scénarios-là pour le gouvernement de les présenter pour pouvoir dire on est dans tel ou tel scénario? Ce qu'on a besoin de savoir comme citoyen, c'est qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Je pense que là-dessus, on nous le dit assez carré, ce qu'il ne faut pas faire. Puis si on se conforme à ça, il y a une logique, le virus va arrêter. Si les gens n'ont plus de contact sociaux, physiques avec les autres, le virus va cesser de se propager. Puis à un moment donné, on aura pris le dessus. Les scénarios, les chiffres, moi, je comprends d'être prudent en matière de santé publique. Parce que c'est la Colombie-Britannique qui est plus avancée. Ça a commencé à se tasser là-bas. Et ils ont présenté des courbes, des scénarios. C'est intéressant. Mais c'est plus intéressant en termes de curiosité journalistique. Oui, il y a une forme de transparence. Est-ce que c'est vraiment utile et nécessaire en temps de crise? Je suis pas certain. Diane, on veut surtout pas que les Québécois baissent leur garde non plus. Non, effectivement. Mais je comprends quand même la pertinence de ne pas donner trop de comparaisons. Moi, j'en ai regardé une. Le site de Santé Canada hier a sorti des chiffres. 65 des cas au Canada sont transmission communautaire, 35 voyage. Nous, on a l'inverse, ce que le Dr Arruda disait. Là, on a 60 voyage, 40 communautaire. Alors, on voit que l'impact de ce qui s'est passé au niveau de nos frontières a encore une influence importante. Donc, je comprends qu'on puisse difficilement faire des extrapolations. Il y a peut-être une mesure que je trouverais encourageante, parce que moi, j'entends beaucoup les gens âgés. Ils ont l'impression qu'il y a une fatalité dès qu'ils entrent aux soins intensifs, qu'on n'en sort plus, que c'est une condamnation à mort. Et si on était capable de dire au moins il y a des gens qui ressortent des soins intensifs, je pense que ça donnerait de l'espoir à beaucoup d'aînés au Québec qui se sentent un peu condamnés là, quand ils voient leurs amis de résidence ou leurs collègues ou leur famille être hospitalisés. Ça, c'est important à dire parce qu'en Europe, là, il sort beaucoup de gens vivant des soins intensifs. On les extube, on enlève les tubes. Au Québec aussi, sûrement. Oui, c'est des soins intensifs, c'est pas des soins palliatifs. Le drame qu'il faut éviter, ce qu'ils ont vécu en Italie, c'est qu'ils ne sont plus capables d'intuber. Quand toutes les machines sont prises, tous les ventilateurs sont utilisés, les soins intensifs débordent, et là qu'on est forcé de prendre la décision. Ils ont commencé ça dans l'État de New York au cours des dernières heures, on l'a entendu, prendre la décision de dire, cette personne-là, elle est trop vieille, ça vaut pas la peine, on laisse les autres, on n'a plus de machines disponibles. C'est là qu'on ne veut jamais arriver. Je pense que c'est ça la chose importante. Et on n'est pas devoir choisir entre une personne plus jeune et une personne plus âgée qui on doit laisser vivante. On vous retrouve après ceci et il sera question sur quels critères le gouvernement va-t-il se baser pour rouvrir les commerces. Ouais. À tout de suite.